C'est bon, comme ça? Bon, je crois constater qu'on a déjà... on m'a déjà dit de quoi je devrais parler, en fait. Donc, merci beaucoup. Mais je vais revenir sur certaines choses. Donc, je vais commencer avec deux confessions. La première, c'est tout à l'heure, je suis allé remplir ma bouteille d'eau avant la présentation et c'est mon téléphone qui a sonné. Ma voisine me dit, bon, ben là, je passais pour la méchante, mais c'était le mien. Je suis désolé, normalement, mon téléphone est éteint. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Donc, je voulais être transparent. On va parler de transparence un peu aujourd'hui. Donc, je vais être transparent par rapport à ça. Et donc, j'explique tout ça. Donc, je m'excuse aux présentateurs qui ont dû faire face à ma terrible sonnerie. Deuxième confession qui va revenir un petit peu sur ce que Mylène disait tout à l'heure, et c'est souvent le cas quand je suis dans des événements sur la protection de la vie privée. Je suis un défendeur du modèle du consentement. OK? C'est pas très populaire, on va en revenir tout à l'heure. Il y a un hype sur critiquer le modèle du consentement, notamment dans le secteur privé. Aujourd'hui, on ne va pas parler de secteur privé, mais je vais adopter un peu une position comme Jocelyn pour dire, bien, on va peut-être être déflationniste par rapport à ça, revenir un petit peu sur terre, puis dire, bon, ce hype autour de la problématique du consentement, il y a quand même quelque chose à faire avec tout ça. Donc, c'est un grand plaisir pour moi d'être ici pour une deuxième journée consécutive. Je sais que c'est un événement différent, mais c'est sur le même programme, finalement. Donc, dans cette perspective-là, je me suis rendu ce matin, en fait, au local d'hier. Et donc, c'est pour vous dire dans quel état d'esprit je suis. Et j'ai dit hier au public, puis je reconnais plusieurs personnes, que j'essaie de faire deux présentations autonomes. Bon, effectivement, ce ne seraient pas les mêmes personnes, mais d'essayer de ne pas me répéter, mais que ça soit quand même dans la continuité. Hein, qu'il y ait quelque chose qui soit dans la continuité derrière tout ça, que je fasse un peu de pouce sur la présentation d'hier. Donc, je vais faire un peu de pouce sur les présentations de Jocelyn, de François et de Mylène, mais aussi sur celle d'hier. Donc, juste faire un petit récapitulatif. Et peut-être que si tout le monde avait été là hier, les questions qui viennent d'être évoquées n'auront pas été posées parce qu'on a parlé justement hier de cette idée de bien commun, on a parlé de cette idée de bien public, on a parlé de cette idée de contrôle. Rappelez-vous, juste pour faire un résumé pour tout le monde, on regardait hier cette politique sur la gestion des données qui veut une ouverture des données, les présenter, ces données de recherche-là, presque même comme un bien public. On a vu certaines limites à cette approche-là. On a parlé du bien commun, du bien public et du contrôle, qui est le modèle actuel qu'on a, surtout en protection de la vie privée. Puis la thèse que j'ai défendue hier, c'était que finalement, ces deux modèles-là, quand on les caricature ou quand on les présente comme des idéotypes, oui, ils sont opposés, mais quand on regarde surtout au niveau de la loi les différentes exceptions qu'on va trouver, les différentes balises qu'on va mettre, notamment en matière de renseignement, protection des renseignements personnels, ils se rejoignent. Puis ils se rejoignent sur une problématique qui est la problématique de la gestion des accès et de la découvrabilité des résultats de recherche et des données qui peuvent être disponibles. Donc, on était parti sur ça. Donc, l'idée que je ressens et sur laquelle je vais m'asseoir aujourd'hui, bien, c'est ces deux modèles-là, quand on regarde les exceptions, finalement, pour la protection des renseignements personnels. Donc, ça ne vaut pas peut-être pour toutes les données, bon, des données qui ne seraient pas des données sur des personnes identifiables, par exemple, bien, ils se rejoignent puis ils convergent pour protéger la vie privée. Donc, il y a une ouverture du modèle du contrôle, du consentement, puis il y a des exceptions qui tendent vers le bien commun. Et puis, il y a des limites à ce bien commun-là pour les données sensibles qu'on retrouve dans les énoncés. On a vu tout ça hier, qui viennent limiter tout ça, puis qui redonnent avec le principe de consentement le contrôle aux personnes. Donc, hier, l'idée, c'était de dire, bien, c'est deux choses qui sont, en matière de vie privée, qui convergent sur un point. Maintenant, quel modèle on devrait adopter? Puis, ce que je vais vous défendre aujourd'hui, ou ma thèse aujourd'hui, ça va être de dire, je vais rester sur ce modèle de contrôle-là, puis je vais essayer, donc, le modèle du consentement, d'essayer de vous montrer pourquoi est-ce qu'on devrait conserver ce modèle-là, quelles sont les difficultés qui sont liées à l'application du modèle de consentement aujourd'hui, et quelles solutions est-ce qu'on pourrait entrevoir ou regarder pour faire du consentement quelque chose d'un peu plus intéressant, d'un peu plus dynamique, d'un peu plus vivant, d'un peu plus ouvert. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, comme vous le savez, le modèle du consentement, le modèle du contrôle, en fait, il est opérationnalisé dans nos lois canadiennes à travers le principe du consentement. La vie privée au Canada, c'est la capacité d'exercer un contrôle sur les modalités de circulation et de diffusion de nos renseignements personnels. Il faut que je sois en mesure de choisir qui, à quand, comment et pourquoi mes renseignements, les renseignements qui portent sur moi et qui peuvent me permettre d'identifier, sont communiqués. Je dois exercer un contrôle sur ça. Et le principal moyen qu'on a eu pour opérationnaliser ce modèle du contrôle-là, c'est celui du consentement. Donc, moi, je dois consentir à ce que mes renseignements soient divulgués. Alors, ce modèle du consentement-là
a fait l'objet de maintes critiques au cours des dernières années, a vraiment été attaqué. On l'a qualifié dans une perspective très personnaliste, très individualiste, très limitée, qui ne prend pas en considération justement tous les enjeux liés à la valorisation des données, les retombées plus communes que ça peut amener. On parlait de justice de précision, même de médecine de précision, de justice prédictive, ce genre de choses-là. Le traitement des données, la valorisation, la mise en capacité de ces données-là peuvent avoir des retombées qui sont extrêmement positives pour l'ensemble de la société. Et puis, un biais individualiste avec cette approche-là qui est critiquable, qui est problématique. Okay? Donc, première attaque. La deuxième attaque, c'est le consentement, c'est un modèle, c'est un principe qui est cute. Ça a l'air le fun, tout ça, mais ce n'est pas opératoire dans la réalité des choses. On l'a dit tout à l'heure, personne ne lit les conditions d'utilisation, on ne comprend rien qu'est-ce qui est écrit là-dedans, c'est en petits caractères, on consent presque de manière mécanique, automatique. C'est plus un stimuli, on voit, on clique ça. Est-ce que c'est un véritable consentement? Est-ce que c'est vraiment un consentement éclairé? Donc, c'est deux des principales critiques qu'on reçoit, okay? Qui sont des critiques très sérieuses, qu'on doit prendre au sérieux, mais je vais quand même nous dire pourquoi est-ce qu'on devrait garder ce modèle de consentement-là. Donc, la thèse que je vais défendre, c'est nécessaire de garder ce modèle de consentement-là. Okay? Et je ne dis pas que le modèle du consentement, c'est tout ce qui est important. Je dis que c'est une condition nécessaire à la bonne protection de la vie privée. C'est peut-être plus une condition suffisante. Toutefois, il va certainement falloir adresser des questions ou se poser des questions des différents usages qui vont être permis ou interdits. Okay? Donc, une condition nécessaire non suffisante, mais il faut quand même le garder. Mais il faut le revoir, ce consentement-là. C'est vrai qu'on ne peut pas rester dans ce petit consentement facile, amorphe, statique, très passif finalement. Il faut avoir un consentement qui est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus dynamique, qui va protéger la vie privée dans une perspective continue, comme Mylène l'a dit tout à l'heure, et qui va être dans la durée. Donc, il va avoir un rapport au temps qui va être, à mon sens, excessivement important, qui va favoriser la mise en capacité des données dans une logique populationnelle. Okay? Donc, c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui. Donc, le plan... il me reste 20 minutes. Non, on va dépasser un petit peu, je vous arrête tout de suite, tant pis. Troisième confession. Donc, un plan assez détaillé. Moi, on m'avait dit que j'avais 3 heures au début. Hein, mon premier axe, ça va être de dire pourquoi est-ce qu'on doit garder ce modèle du consentement-là. J'ai dégagé quatre principaux arguments. Donc, le respect de l'intégrité du droit, qu'il y a des critères clairs d'exception à ce droit individuel-là, l'importance de la confiance dans le milieu de la recherche et des attentes en matière de protection des renseignements personnels qu'on va trouver quand on sonde la population canadienne. Dans un deuxième temps, quelles sont les difficultés de mise en œuvre de ce principe de consentement dans le contexte de l'intelligence artificielle et des données massives? Bon, je ne vais pas les énumérer, on va les revenir plus tard. Et troisièmement, quelle serait la couleur de ce nouveau consentement ouvert et dynamique? Et je vais parler de 3 types d'ouverture qui devraient, à mon sens, en tout cas, une piste de recherche derrière tout ça, amener ce consentement-là à être plus dynamique, donc une ouverture sur le temps, sur la durée, pas faire en sorte que c'est un snapshot qu'on prend au début, là, une photo au début d'un processus, mais quelque chose qui est plus en stream, quelque chose de plus dynamique, une ouverture sur l'autre, c'est-à-dire dans une perspective plus dialogique, donc que ça ne soit pas juste à travers des formulaires, mais qu'il y ait vraiment une conversation puis un dialogue qui soit mis en place entre les participants, même si on devrait peut-être plus parler de participants, mais bon, et j'y reviendrai un petit peu plus tard, d'une perspective donc plus dialogique, la capacité de rendre compte, donc de comprendre pourquoi les gens consentent ou même peut-être consentent même s'ils ont des réticences, s'ils ont des inquiétudes ou ne consentent pas, de savoir pourquoi les gens ne consentent pas, ça peut être quelque chose d'excessivement intéressant à aller regarder, et une ouverture sur les technologies dans une perspective plus de design et de créativité, comment est-ce qu'on peut utiliser les technologies non pas pour porter atteinte à la vie privée des personnes, mais aussi pour mieux la protéger. Donc, c'est mon plan d'attaque pour aujourd'hui. Allons-y pour le début. Pourquoi est-ce qu'on devrait conserver ce modèle du consentement? Mon premier argument est un premier argument qui est un peu celui du fit. Finalement, ceux qui ont fait un peu de philosophie du droit, c'est un critère le principe de consentement va respecter ce qu'on appelle l'intégrité du droit. Le consentement et le modèle du contrôle, c'est ce qu'on a déjà partout dans notre droit. C'est solidement implanté, c'est déjà là. Donc, un des premiers arguments, quelque part, c'est si on l'a, si on peut le modifier pour que ça devienne opérationnel, puis qu'on n'ait pas à tout refaire, c'est peut-être quelque chose de souhaitable aussi. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le réimaginer, pas ça, mais c'est si on revoit ce modèle-là, ça va avoir des impacts partout dans le système de droit, puis il va y avoir une atteinte à l'intégrité de ce droit-là. Il y aura plein de choses
à revoir. Si vous travaillez un petit peu dans le système juridique, vous savez que les réformes du droit, c'est quelque chose qui va pas très rapidement. Et donc, si on est capable, d'un point de vue un petit peu pratico-pratique, comme on disait tout à l'heure, il faut prendre des décisions, il faut faire quelque chose, ça n'empêche pas un projet de réforme plus large, mais pour le moment, on devrait quand même travailler là-dessus parce qu'avant qu'on s'en débarrasse concrètement, il va y avoir des changements majeurs à avoir. Donc, très rapidement, le contrôle, on le trouve constitutionnalisé. En fait, l'interprétation de l'article 8 de la Charte canadienne, donc l'article 8, c'est celui qui nous donne un droit, duquel on a déduit un droit général à la protection de la vie privée. Allez voir l'arrêt Diment de 1988. On conçoit, avec des philosophes comme Allen Weston, la protection de la vie privée dans une perspective d'autonomie de la personne, de dignité de la personne, de cette capacité à faire des choix, et on va l'actualiser à travers cette idée de contrôle et de consentement. Dans un deuxième temps, on le voit à travers l'ensemble des lois fédérales et provinciales qui sont dans le secteur privé, public et relatif à la santé au Canada. Donc, on a à peu près une 28, 29, si on compte le Code civil, on commence à en avoir pas mal. Chacune de ces lois-là sont articulées autour du principe du consentement. Donc, déjà là, vous voyez le travail qu'on aura à avoir si on se disait, OK, on abandonne tout ça. Okay? Troisième sous-argument, vous allez juste voir le EPTC 2 de 2014. La vie privée est respectée si la personne a la possibilité d'exercer un certain contrôle sur ses renseignements personnels en donnant ou refusant son consentement. Donc, c'est même quelque chose qui a été intégré de manière assez naturelle, finalement, au niveau du corpus éthique. Deuxième principe, puis on en a parlé un petit peu hier, on accuse souvent le principe de consentement d'étant une logique personnaliste, individualiste, qui ne prend pas en considération les objectifs ou les impératifs collectifs du traitement des données et du traitement des données personnelles. Or, c'est quelque chose qu'on regarde le droit qui est archi-faux, finalement. Ce n'est pas vrai. Il y a des exceptions à l'exercice de ce droit individuel-là. Il y a d'autres fondements juridiques qui permettent la circulation des renseignements personnels. Le consentement en est un. On l'a vu hier. La Commission d'accès à l'information, les comités d'éthique peuvent autoriser le partage et le traitement de renseignements personnels, donc identificatoires, on ne parle pas de données qui sont dépersonnalisées, en absence du consentement des personnes. On va voir l'article 59 et les articles 59 et 125 de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics. Vous allez voir là des exceptions claires, et il y en a d'autres, hein, c'est le 5e alinéa de l'article 59, qui offre d'autres fondements juridiques au partage des renseignements personnels, autres que le consentement. Donc, c'est faux de dire que le consentement empêche ça, ou que notre droit l'empêche. Quand il s'articule autour du principe de consentement, il y a des limites claires à l'exercice de ce droit individuel-là, notamment quand ça en vient empiéter sur des enjeux qui sont plus collectifs. La recherche scientifique, puis on a parlé du règlement européen hier, est considérée comme un enjeu légitime et sérieux et urgent dans un contexte social pour permettre ce court-circuitage du consentement individuel. Okay? Donc, c'est quelque chose qu'on a dans nos lois déjà. Nos lois, c'est faux de dire que c'est une logique absolument personnaliste. Il y a cette ouverture-là. Est-ce qu'on pourrait alléger le processus d'autorisation? Est-ce qu'on pourrait alléger les démarches auprès de la Commission d'accès à l'information, auprès de la RAMQ, tout ça? Ce serait certainement possible de le faire. On n'aurait pas besoin de revoir tout le principe du consentement pour ça. Troisième chose, l'importance de la valorisation de la confiance de la population et la manière dont le consentement vient nourrir cette confiance de la population. Vous n'êtes pas sans ignorer que si on n'a pas la confiance des participants dans une recherche, et je vais continuer d'utiliser le mot participant, désolé, si on n'a pas la confiance des participants ou du public pour aller chercher leurs données personnelles, ils ne vont pas nous les confier. Si on n'est pas capable d'assurer le caractère confidentiel de ces données-là, ils ne vont pas nous les confier. Donc, si on veut avoir cet effet d'accès aux renseignements personnels, si on veut pouvoir valoriser ces renseignements-là, ça présuppose déjà qu'on veuille nous les donner dans un premier temps. Okay? Même si on veut les réutiliser ou faire des utilisations secondaires par la suite. Si on ne nourrit pas cette confiance de la population envers la recherche, on n'aura pas ces données-là. Il va y avoir une méfiance, c'est quelque chose qui est prouvé dans le domaine de la santé. Les gens vont peut-être taire certaines informations qu'ils vont considérer comme étant gênantes ou pas donner des informations qui sont complètes ou à jour. Or, un processus scientifique qui va être valide va être un processus scientifique qui est assis sur des données qui sont complètes, qui sont valides et qui sont à jour. Si on entache la vie privée des personnes, si on entache cette confiance-là en portant atteinte de manière trop importante au consentement, on va peut-être avoir un problème d'avoir accès à ces renseignements-là. Okay? Pour prouver ce point-là, on peut peut-être aller voir des chiffres qui sont dans un sondage que j'utilise souvent. Je vous invite à aller le voir, un sondage d'un cycle qui a été fait par InfoRoute Santé Canada en 2017 sur la confiance. C'est dans le domaine de la santé, mais je pense que ça peut quand même amener un éclairage assez intéressant. Donc, si on voit déjà, il y a un support
ou support, c'est peut-être un anglicisme, là, mais un appui favorable à la recherche puis à l'utilisation de renseignements personnels sur la santé pour des fins de recherche. Hein. Quand on voit le premier alinéa, les gens, dans une très grande majorité, vont supporter ou vont fournir un appui pour la recherche dans le domaine de la santé. On voit que cet appui-là va être encore plus important. Il y aura encore moins d'indécis et encore plus de personnes qui vont appuyer fortement ça si on commence à encore mieux protéger la vie privée en utilisant notamment des renseignements qui sont dépersonnalisés. Okay? Donc, premier constat. Deuxième, quand on parle d'intelligence artificielle, on va souvent parler de croisement des données, d'appariement des données. On voit déjà là qu'il y a un petit effritement. On voit déjà que les gens commencent à se dire, quand on commence à trop croiser les données, là, c'est peut-être, ça commence à être peut-être un petit peu, un petit peu plus délicat parce qu'il va y avoir des données, puis je vais y revenir tout à l'heure, qui vont émerger de ce croisement-là, des nouvelles informations qui vont émerger, tout ça. Mais on voit que quand on ajoute le consentement à ce croisement de données-là, là, on commence à avoir un appui qui est plus favorable. Ce n'est pas dramatique, mais on voit qu'il y a déjà un petit peu cette volonté-là. On parlait de confiance tout à l'heure, là, c'est le « oups » moment. Moi, j'ai été très surpris de voir ça. Quand on regarde la confiance que les usagers du système de santé et qui participent à ces projets-là ont envers les différents acteurs, donc le médecin de famille, les médecins en hôpitaux, en clinique, en pharmacie. Les chercheurs en université n'ont pas un déficit de confiance, il ne faudrait pas aller jusque-là, mais ce ne sont pas ceux qui sont les plus hauts, et ils sont à peine plus hauts que celui du secteur privé. Donc, faut pas la prendre, mon message, ce n'est pas qu'on n'en a pas, c'est qu'il ne faut pas la prendre pour acquis. Okay? Et qu'on voit déjà que cette idée de consentement-là joue un rôle sur la confiance. Et on va voir encore plus quand on regarde le détail. Donc, pour avoir un consentement qui est peut-être un peu plus granulaire, un peu plus continu, un petit peu plus dynamique. Donc, la capacité, le premier point en haut, de voir un historique des différents accès qui ont été faits à mon dossier médical pour des recherches en santé, par exemple. Je vous invite à regarder le point numéro 5. Donc, l'habilité ou la capacité à masquer, si on a une suite de données, un jeu de données, à masquer certaines informations qu'on ne veut pas qu'il y ait pour la recherche, en transmettre d'autres, mais avoir un contrôle qui commence à être un peu plus granulaire. Une capacité d'être notifié par courriel quand nos données ont été utilisées ou même s'il y a un incident. La capacité d'avoir accès à mon dossier en ligne. Donc, on voit qu'il y a cette volonté aussi d'avoir un contrôle peut-être plus aigu, peut-être un peu plus granulaire sur les renseignements personnels et que ce renseignement personnel-là peuvent entretenir cette confiance qui vont amener un consentement qui va être nécessaire pour conduire des fins de recherche. Un argument qui est très fort, qui a été souligné par Mylène tout à l'heure, est celui du alert fatigue, finalement, la fatigue des alertes. Hein. Si on est toujours constamment sollicité, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on ne lit pas les conditions d'utilisation. Je pense que sur ce point-là, c'est excessivement important de faire une distinction entre le secteur privé, donc les conditions d'utilisation dont on parlait tout à l'heure, Facebook et compagnie, c'est le secteur privé, et le domaine de la recherche, surtout de la recherche avec des êtres humains où les gens, on aurait des bonnes raisons de croire qu'ils vont être plus investis par rapport à ça, puis qu'il n'y aura pas une notification à chaque 2 minutes comme on a sur Facebook. Qui plus est, je ferai l'argument que je n'aurai pas le temps de démontrer aujourd'hui que la passivité des utilisateurs de ces applications-là dans le secteur privé est le produit d'un design qui est voulu par ces entrepreneurs-là. Cette passivité de l'utilisateur-là, c'est quelque chose qui est voulu, qui est fait par design par ces entreprises-là. Il faut arrêter de le dire que cette absence de contrôle-là ou cette fatigue-là, c'est une disposition de la personne. C'est quelque chose qui est entretenu, qui est voulu, qui est souhaité, qui est là par design. Okay? Donc, ça, c'était pour, je n'ai pas mon crayon, mais je barrerais cet argument-là que je trouvais très intéressant par ailleurs. Mais je pense qu'il faut faire la distinction pour quand on est dans le secteur de la santé. Maintenant, donc, les leçons, très rapidement, on considère que dans le domaine qu'il y a une volonté de partager des renseignements personnels dans le domaine de la santé, en tout cas, que la protection et la sécurité des données, c'est quelque chose qui est valorisé. Confiance plus ou moins élevée, là, j'ai peut-être été un peu fort, ce n'est pas une confiance plus ou moins élevée, mais il ne faut pas la prendre pour acquis, cette confiance-là, envers les chercheurs. Appui plus ou moins important au couplage et au croisement de données, mais qui est de plus en plus important quand on va commencer à agir sur une forme de consentement. Et il y a une volonté claire d'être informé des accès qui sont faits à mes données. Et donc, peut-être de s'assurer, on pourrait même poursuivre le raisonnement, de même peut-être savoir où sont utilisés, pour quelles fins ils sont utilisés. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Maintenant, quelles sont les difficultés, donc, j'ai l'impression d'aller vraiment vite, là. C'est parce que je vois... 20 minutes maximum.
OK, c'est bon. En débordant sur l'horaire, OK. en accumulant des questions. Oui, mais c'est pas le moment. On a commencé plus tard, c'est pour ça que c'était pas de ma faute. Enfin bref. Pour ça qu'on allonge OK. Oui, c'est ça, parce que là, je viens de regarder ça, je me suis dit, j'ai fait une section sur toi, mais bon, OK, fait que je garde le rythme, c'est ça qu'on me dit? OK, allons-y. Donc, très bien. Donc là, je viens de vous dire pourquoi est-ce que je pense qu'on devrait garder ce système de consentement-là. Hein. Les 4 critères, je ne vais pas y revenir. Maintenant, qu'est-ce qui est difficile de mettre en application? Puis là, je vais peut-être pouvoir aller plus vite parce qu'il y a des choses qui ont été évoquées déjà depuis ce matin. Le premier, puis un des plus importants, avant même de tomber ou de parler de consentement, en droit canadien, en droit québécois et même en éthique, il y a ce critère de l'atteinte minimum, hein, qui est celui de la collecte et de l'utilisation minimum. Ce qu'on doit faire, ce que le chercheur doit démontrer, ce que même les entreprises doivent démontrer, même les organismes doivent démontrer, c'est qu'ils vont aller chercher des renseignements personnels, que ça, c'est nécessaire pour une fin qui est déjà identifiée, okay, qu'on va informer la personne de cette fin-là et qu'on va aller chercher seulement les renseignements qui vont être utiles pour l'atteinte de cette fin-là. Si je peux atteindre ma fin avec renseignement A, B, C, je ne dois jamais aller chercher le renseignement D. Okay? C'est la collecte minimum. Si le D n'est pas utile pour ma fin, je ne dois pas aller chercher, ça c'est une enfreinte. Après, je vais chercher le consentement pour dire est-ce que je peux chercher ces informations-là. Okay? Après, même chose pour l'utilisation. Si je peux les utiliser pour une fin, je dois absolument aller chercher le moindre renseignement possible. Donc déjà, on voit là qu'il y a peut-être une petite tension avec une approche plus maximaliste de la donnée dans une optique d'intelligence artificielle, surtout qu'on parle de données massives, où on essaie de collecter le plus de données possible, de voir les corrélations potentielles entre ces données possibles-là, et le critère de nécessité, ou ce qui va apparaître comme étant nécessaire comme donnée pour arriver à un résultat, ça va apparaître au fur et à mesure que le processus va se mettre en place. Hein? Si je comprends bien, prendre le plus de données possible, sans parler d'expédition de pêche ou quelque chose, un terme que j'aime beaucoup. L'idée, c'est de dire, peut-être qu'il y a des choses qu'on ne soupçonne pas. On ne sait pas encore qu'est-ce que ça va faire. Si on le savait, on n'aurait pas besoin de tout ça, finalement, si on y pense très bien. Donc, on prend le plus possible, on fait passer nos processus, puis à la fin, ça va émerger c'était quoi ceux qu'on a vraiment besoin. Donc, la première difficulté, comment est-ce qu'on respecte ce critère de collecte minimum puis d'atteinte minimum à la personne dans cette approche plus maximaliste de la donnée massive qui vient alimenter l'intelligence artificielle. Donc, on a déjà une première tension là. La deuxième, comment est-ce qu'on fait pour avoir un consentement manifeste et éclairé? Comme je viens de vous dire, on doit informer la personne des finalités pour lesquelles on va traiter l'information. Hein? On peut dire que c'est pour des fins de recherche. Mais c'est quelque chose de très large, finalement. Souvent, ça peut être pour tel projet de recherche qui va se dérouler de telle à telle place, qui va porter sur telle chose, puis les objectifs qu'on va poursuivre, c'est ça, ça, ça. Okay? Déjà, il peut y avoir une première difficulté, puis je pense que c'est une position qui est un petit peu caricaturale de l'intelligence artificielle. Je suis plus ou moins confortable avec cette position-là, mais on la voit souvent dans la littérature, qui va dire que c'est le traitement de l'information qui va générer les hypothèses, puis qui fait générer la finalité du traitement finalement. Puis on prend plein d'informations, on voit ce que ça donne, puis après, bon, on trouve à quoi ça peut servir. Je pense que c'est un petit peu caricatural. Ça serait problématique dans ce contexte-là, parce que là, comment est-ce qu'on peut informer de la personne de la fin alors qu'elle émerge? Je pense que quand on regarde, là, les chercheurs savent à peu près qu'est-ce qu'ils cherchent. Là. Ils ont quand même des objectifs, ils ne font pas juste traiter des données puis que ça fait émerger quelque chose. Ils font, ah, bien, ça peut être utile dans le contexte de la santé ou ça peut être continu. Je pense qu'il faut quand même être réaliste par rapport à ça. Un des problèmes, par contre, c'est que si on a besoin de ces données massives-là, on a besoin des grosses cohortes, on a besoin de plein d'informations, le temps que ça prend pour recollecter ces informations-là puis retourner chercher le consentement est excessivement long et dissuasif. Okay? Donc, ce qu'il faut être capable de faire, c'est de pouvoir les reprendre puis les revaloriser, ces données-là, sans nécessairement le consentement de la personne, donc on a des exceptions, ou en se disant, peut-être que le consentement initial aurait pu être plus large, plus ouvert. Donc, pas dire c'est seulement pour tel projet qui va durer de telle date à telle date, qui va avoir tel objectif, mais un consentement, puis on le voit même quand on parle avec les gens, qui vont dire, arrêtez de venir me voir, juste prenez mes données. Moi, si c'est la recherche médicale, il n'y en a pas de problème. Si c'est de la recherche anthropologique, il n'y en a pas de problème. Donc, on pourrait avoir une définition peut-être un petit peu plus large, puis resserrer l'étau ailleurs, finalement. Okay? Donc, les deux premières difficultés. Ça a arrêté de fonctionner. Donc, bon. Troisième difficulté, le contrôle sur les données émergentes. Okay? Et c'est la raison pour laquelle, pour revenir sur un argument qui a été soulevé un petit peu plus tard, oui, absolument, une question qui a été posée, oui, absolument, les médias sociaux doivent être
assujettis à ce genre de perspective-là, puis je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Quand on fait du croisement de données, l'interaction entre ces données-là peuvent permettre l'émergence d'une nouvelle information. Cette information-là, elle ne se trouve pas dans aucune de ces données-là. Elle est irréductible à ces données premières-là. Hein, c'est l'émergence, finalement. On le voit souvent dans le croisement de données. Je donne une information A, je donne une information B. En croisant ces données-là, on est capable, en tout cas d'une forme prédictive, de déduire l'information C. Donc, même si j'ai consenti à divulguer A et B, je n'ai peut-être pas consenti à ce que cette nouvelle information-là, dont on ne peut pas déterminer à l'avance qu'on va vraiment arriver à ce résultat-là, je n'ai pas nécessairement consenti à ce que cette nouvelle information-là soit révélée à mon sujet. Okay? Et ça, c'est un problème majeur. Comment est-ce que j'exerce un contrôle sur le produit de cette émergence-là? Surtout quand on ne sait pas exactement qu'est-ce qui va émerger au bout, et surtout quand c'est quelque chose auquel je ne peux pas consentir. Parce que là, ça serait compliqué de dire un consentement ouvert sur les données, toutes les données émergentes. Là, on aurait quand même une certaine forme de difficulté. Prenons deux exemples qui sont assez simples, que vous connaissez probablement, l'exemple de Target, où Target a été capable d'analyser un ensemble de produits qui étaient achetés en ligne pour être capable de faire émerger l'information « telle personne est enceinte ». Hein? Les personnes ont consenti, oui, regarde le nombre de crèmes puis les produits que j'achète en ligne, ça, ce n'est pas un problème. Je suis conscient à ce que vous utilisez cette information-là. Je suis conscient à ce que vous l'utilisez pour des fins commerciales et de publicité ciblée. Mais là, où est-ce que moi j'ai consenti que cette information-là pouvait faire émerger le fait que je sois enceinte ou pas? Ceux qui sont familiers avec le projet peut-être My Personality ou des likes sur Facebook. Donc, oui, moi, je constate qu'on utilise mes likes sur Facebook pour faire de la recherche. On a été capable de déduire énormément de choses sur le mode de vie et les habitudes de vie des participants. Alors, consommation d'alcool, de drogue, quel genre de film est-ce qu'ils aiment? On utilisait le modèle Océan, le Big Five, finalement, des théories psychologiques pour déduire des traits de personnalité. C'est ça qui a mené un petit peu à l'affaire de Cambridge Analytica et de Facebook, qui a été traitée par la Commissaire à la protection de la vie privée dans les dernières semaines. Donc, ces informations banales-là, ou en apparence banales, quand on les croise, quand on les apparie, il y a une nouvelle information qui émerge, puis exercer un contrôle sur cette information-là est excessivement difficile. Donc, pour répondre à une des questions qui était soulevée, est-ce qu'on devrait soumettre les médias sociaux à ce genre en tout cas dans le secteur privé, là, mais même dans le secteur public, parce que Cambridge Analytica et compagnie, c'était des chercheurs à la base, c'est excessivement important, ça demeure des renseignements personnels et on ne sait jamais à quel point même une donnée parlante va devenir extrêmement bavarde pour la suite des choses. Le quatrième point, comment est-ce qu'on retire le consentement? Hein? Si on a commencé à entraîner un algorithme, à l'engraisser avec ces renseignements-là, puis qui roule sur ces données-là, quelqu'un retire ce consentement-là, qu'est-ce qu'on fait? Là, on vient de changer notre algorithme. Est-ce qu'on peut le retirer? Est-ce qu'on doit l'empêcher de le retirer? Est-ce que là, une fois qu'on a retiré l'information de ce jeu de données-là, il faut repartir à zéro le processus d'entraînement? Et j'étais très content, j'étais au rendez-vous de l'IA la semaine dernière, je crois, et il y avait une présentation d'Imagia, puis je pense que le monsieur est là aujourd'hui, monsieur Le Boutier, qui disait, bien, nous, quand il y a un retrait de consentement, je ne vais pas vous voler votre punch, puis j'espère que j'ai bien compris ce que vous disiez, là, mais quand il y a un retrait de consentement, on réentraîne l'algorithme. On repart à zéro, puis on réentraîne l'algorithme. Alors, moi, j'ai été extrêmement content d'entendre ça. J'ai trouvé que c'était une pratique excessivement intéressante, mais je vais revenir plus tard, il doit y avoir un rapport en temps et en investissement qui est assez considérable, assez important. Donc, c'est louable, mais c'est important. C'est important pour, à mon sens, avoir ce consentement-là puis entretenir la confiance des personnes. Où est-ce qu'on va après? Est-ce qu'on arrête à la commercialisation? Bon, l'information est dans la pilule, là, comme on disait, c'est mon cinquième point. Une des choses que j'ai cru comprendre, c'est que quand on entraîne un algorithme, dans cet algorithme-là va encore se trouver l'information personnelle dans tout ça. Hein? On va l'avoir entraîné, une fois que l'algorithme est là, les renseignements personnels se trouvent en quelque part dans le réseau. C'est excessivement difficile d'aller les chercher, de ce que j'ai cru comprendre, de réidentifier les personnes. Mais est-ce que si je communique ou je publicise ou je commercialise un algorithme, est-ce qu'au sens de la loi, ça c'est une question que je trouve excessivement intéressante, est-ce qu'au sens de la loi, puis on ne va pas rentrer dans les débats de la loi, mais est-ce qu'au sens de la loi, ça c'est une divulgation de renseignements personnels? Est-ce que j'ai besoin du consentement de la personne pour ça? Rappelez-vous même ce qu'on disait hier. Au Canada, ça ne serait pas vraiment un problème dans le cas du Canada, parce qu'on ne pourrait pas dire qu'on a de fortes possibilités ou que c'est raisonnable de croire qu'on va pouvoir réidentifier les personnes. Au Canada, la jurisprudence est claire. Au Québec, si l'identification est possible, on n'a pas de seuil ou de critères,
Là, c'est un renseignement personnel. Donc là, au Québec, peut-être qu'il y aurait un jeu à faire sur dire, ben, peut-être qu'on pourrait assouplir nos critères d'identification. Encore une fois, c'est des dispositions qui sont relativement mineures, finalement, pour juste prendre en considération ces objections-là. Donc maintenant, rentrons sur quelles sont les modifications. Donc là, je vous dis pourquoi est-ce que je pense qu'on devrait garder ce modèle-là, quelles sont les principales difficultés. Maintenant, je veux rentrer dans certaines des pistes de solutions puis vous montrer des exemples qu'on a déjà vus ou en tout cas des extraits de doctrine où on voit tout ça. La première, c'est une ouverture sur le temps, à mon sens, puis la prise en charge du temps long. Mylène en a parlé dans sa présentation, le processus éthique prend du temps. Le processus de consentement devrait être perçu aussi comme quelque chose qui prend du temps. On devrait le voir comme un processus qui est en continu. En ce moment, on le voit comme une photographie. Quand on va sur Facebook, c'est un peu moins vrai dans le domaine de la recherche, mais quand on va sur Facebook où on consent des applications, il y a un consentement au début du processus, puis pour la suite des choses, c'est fini, on a consenti à plein de choses pour le reste. Puis on peut revenir en arrière, mais c'est en bloc. C'est une photo qu'on prend au début, on sert tout ça, puis après, c'est un petit peu comme si c'était fini. Alors que c'est beaucoup plus quelque chose quand il y a des nouveaux contextes, un contexte de réutilisation de l'information, quand il y a des données émergentes qui apparaissent, il va falloir que ça soit quelque chose qui soit pris dans le temps long, qu'on voit le consentement comme quelque chose qui doit être périodiquement réactualisé. Peut-être pas à chaque jour pour éviter le fatigue alert, là, finalement, mais quelque chose qu'on devrait avoir puis qu'on mette en place. Il y a cette phrase qui me revient souvent de Ernest Renan quand il parlait de la nation puis du nationalisme, où il disait c'est un plébiscite de tous les jours, finalement. C'est un petit peu comme l'amour. C'est tous les jours, il faut réactualiser tout ça. Bon, le consentement, c'est peut-être pas un plébiscite de tous les jours, mais je pense que c'est comme ça déjà qu'il faut commencer à le voir. Donc, pas un temps fixe, temps 1, puis après on l'oublie, mais quelque chose qui doit être beaucoup plus pris en charge à travers un temps long, finalement. On parlait tout à l'heure du retrait de consentement. Il y a un temps long quand on réentraîne l'algorithme. Il y a une question de documentation aussi qui devrait être mise en place. Documentation au fur et à mesure du processus. Quand est-ce qu'on est allé chercher le consentement? Quand est-ce qu'il y a des nouvelles informations qui sont apparues? Est-ce qu'on est retourné vers les personnes? Comment est-ce qu'on est retourné vers les personnes? Est-ce que quelqu'un a retiré son consentement? À quel moment? Okay? Donc, il y a cet espace de documentation et de retour vers les participants. Ça va m'amener à mon dernier point, juste à mon prochain point. Juste par rapport à ça, si vous allez voir l'énoncé des politiques des 3 conseils, on parle déjà à l'article 3.3, on le voit déjà, qui est un consentement qui doit être un processus continu. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur ce que ça devrait être, mais je pense qu'il y a une avenue, une perspective de développement derrière tout ça. Et sinon, il y a un article excessivement intéressant de Michel Berman qui est sorti il y a quelques semaines sur Process-Based Approach to Informational Privacy dans le contexte médical. Je vous invite à aller voir ça, c'est quelque chose qui vous intéresse. Dans un deuxième temps, une perspective plus dialogique. Okay? Donc, on est dans le temps long, on a cet espace qui s'ouvre pour discuter. Et ce qui, moi, me fascine toujours, c'est qu'on va chercher un consentement, puis on a soit un consentement, soit un refus de consentement. Mais on ne va pas instituer un dialogue. On pourra avoir, surtout dans un contexte de recherche, un espace pour instituer un dialogue pour comprendre les motivations derrière ce consentement-là ou cette absence de consentement-là, pour dire, qu'est-ce qui vous fait consentir? Est-ce que quelqu'un va des fois nous donner le consentement? Enfin, j'ai vraiment hésité longtemps, je suis plus ou moins confortable, mais je pense quand même que c'est important, je vais vous donner mon consentement. Qu'est-ce qui vous faisait hésiter? C'était quoi les inquiétudes derrière tout ça? Je ne donne pas mon consentement. Ah oui, pourquoi est-ce qu'on peut... Il y a peut-être quelque chose qui vous rend inconfortable et qu'on n'a pas tant besoin, on peut négocier peut-être ça. Je ne dis pas de le faire à chaque projet, mais qu'il y a une perspective de recherche derrière tout ça sur les attitudes des personnes face au consentement puis aux informations qu'ils vont chercher. Quand on a un changement de contexte, si on réutilise les données, il y a un nouveau contexte dans lequel on les utilise, ces données-là, on devrait aller voir la personne pour réactualiser le consentement. On pourrait même imaginer un consentement qui est très large, sur des finalités, qui est sur un modèle de opt-out, puis on fait juste informer la personne qu'il y a une nouvelle étude qui est en place, et si la personne opt-out pas, on peut juste procéder, qu'on n'est pas obligé de lui redemander un deuxième consentement manifeste. Donc, il y a des variations, mais je dois l'informer que là, c'est quelque chose qu'on a réutilisé dans un nouveau contexte. Le rapport du Commissariat à la protection de la vie privée de 2019 sur Cambridge Analytica dans les dernières semaines a dit d'un consentement qui doit être fait en temps opportun, à temps,
Donc, c'est un petit peu comme le premier point, le rapport au temps. Quand on a utilisé les données de Facebook pour des fins de micro-ciblage politique et de profilage psychologique, on s'est fondé sur un consentement des usagers qui avait été donné 4-5 ans avant pour faire de la publicité ciblée. Comme ça, la protection de la vie privée, bon, avec le peu de temps qu'il a sur ces choses-là, a dit non, c'est en temps opportun pour aller chercher. Okay? Donc, avoir un dialogue et donner la capacité aux personnes, aux participants de rendre compte de leur expérience. Moi, je veux vous expliquer pourquoi je vous ai donné mon consentement. Ça peut être un sondage qu'on fait en ligne, pas très compliqué, juste mais voir des attitudes derrière tout ça. Ça a déjà d'ailleurs été fait, c'était très intéressant dans le cadre du projet Emerge au Vanderbilt Medical Center. Cet article-là, allait voir les attitudes des personnes face aux nouvelles perspectives de consentement. Je pense qu'il y aurait aussi dans cette idée de dialogue-là, pas juste la valorisation des données, mais la valorisation de la participation. On en a parlé un petit peu dans le cadre du projet Pulsar que vous connaissez peut-être. Peut-être qu'on peut non seulement les informer des nouveaux projets puis aller chercher leur consentement, mais les tenir informés peut-être à travers un site web de, bien, finalement, vous avez participé à un projet de recherche qui a amené à faire tel projet, qui a amené à trouver telle solution à tel problème. Ça peut être intéressant d'entretenir cette conversation-là, de valoriser la participation, un petit peu comme dans une optique de contrat social, pas à la Rousseau ou à la Locke, là, mais dans le sens de dire, vous nous donnez quelque chose, nous, on va vous redonner quelque chose en contrepartie. Donc, de venir mousser cette confiance-là, puis de venir mousser cette participation-là. Et je crois qu'il y a des perspectives de recherche très intéressantes. Moi, je suis dans quelques projets, justement, où on utilise des données massives pour faire émerger des connaissances au sujet des personnes, puis on a fait un petit comité éthique au sein même de ces projets de recherche-là, où on va aller voir les patients, les participants. Est-ce que vous êtes confortable en fait de faire émerger cette information-là? Ça peut être utile pour vous, mais est-ce que vous êtes confortable avec ça? Non. Pourquoi? Si on avait trouvé avec ça dans le domaine des assurances, il peut y avoir quelque chose d'intéressant aussi. Donc, même là, il y a des perspectives de recherche et d'interdisciplinarité qui, à mon sens, sont extrêmement fécondes et excessivement intéressantes. Troisième temps, puis je vais conclure sur ça, utilisant nos technologies. Le commissaire à la protection de la vie privée, il dit, si on veut faire ça, puis rappelez-vous même le sondage de Ernest Cliff que je vous ai montré tout à l'heure, qui veulent des notifications par courriel, il faut avoir accès en ligne. Utilisation, puis il y a des problèmes, est-ce que des patients qui vont être vraiment capables ou des personnes qui vont être vraiment capables d'utiliser cette technologie-là ou qui vont vouloir ou qui sont en état d'incapacité pour aller l'utiliser, mais essayons quand même d'utiliser. On n'est plus dans le modèle papier encore, justement. Moi, je trouve ça hallucinant. On dit on n'est plus dans le modèle papier, puis on présente des formulaires de consentement qui sont en papier. Il y a quelque chose quand même. Non, mais tu sais, si on joue la game, on joue la game. Donc, allons-y avec des interfaces ou des applications mobiles, peut-être même des vidéos interactives qui expliquent les finalités du projet, des tags sur les données pour à suivre, faire une traçabilité de la donnée, que les personnes, quand elles sont intéressées à le voir, donc on ne les sollicite pas, voir « Ah, je suis dans tel projet », ça peut quand même être intéressant pour quelqu'un de voir ben, il est impliqué dans tel projet. On peut utiliser des contrats intelligents. Je sais qu'il y a des groupes à l'Université Laval qui travaillent sur ça, contrats intelligents sur des blockchains qui vont permettre ce retrait de consentement-là ou autoriser des permissions, automatiser des permissions, utiliser pour faire des options de masquage, un contrôle plus granulaire, peut-être même l'utiliser pour faire des sondages en ligne pour mieux comprendre les attitudes, les inquiétudes ou les points positifs que les personnes voient à travers cette idée du consentement-là. Donc, on n'a pas tout. J'ai essayé d'aller vite. Je n'avais pas beaucoup de temps, mais je pense que, j'espère avoir été clair que pourquoi je pense qu'on devrait garder ça, qu'il y a quand même quelque chose à faire avec le modèle du consentement. Et c'est sûr, puis là, je ne vais pas vous lire la citation, mais le commissariat à la protection de la vie privée va nous dire, bien là, ça va nous prendre, va faire preuve de créativité, va faire preuve d'innovation. J'ai l'impression qu'on a beaucoup avancé dans la recherche, on a beaucoup avancé dans les modes de traitement de l'information, mais on est encore, comme je disais tout à l'heure, avec des formulaires papier pour le consentement. C'est un moment précis, puis après, on oublie ça, ou presque finalement, alors qu'il y a quelque chose d'extrêmement intéressant à avoir là-dessus, même pour avoir les attitudes des personnes à l'égard des recherches, favoriser leur participation, puis valoriser la recherche qu'on fait dans les universités auprès de la population aussi. Donc voilà, j'ai dépassé un petit peu, je suis vraiment désolé, mais j'ai fait de mon mieux, sinon je me mettais à courir là, presque. Fait que, voilà. Je pense qu'on a bien compris.